Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur ce live tuto motion design les bases. J'espère que tout le monde va bien. Je suis en compagnie d'un grand AMV maker qui n'est autre que Edge. Bonsoir Edge. Bien le bonsoir. Nous allons avec Edge essayer de vous présenter des principes de base, des techniques, des outils, tous liés au motion design et bien sûr accès plus ou moins à AMV parce qu'on n'est pas non plus... on fait des AMV quoi, ça s'appelle AMV France la chaîne. Je vais vous faire un résumé du sommaire pour que vous voyez un peu vers quoi on se dirige et qu'est-ce qui va se passer l'heure à venir, voire même les 2 heures à venir, attention. Donc on va vous définir le motion design. Donc on va vous montrer les termes de base, ce qu'est une identité graphique, etc., etc. On va ensuite passer à un point sur les couleurs, les formes et les textes. Ensuite on va passer à une présentation de la structure d'un projet, comment on organise un projet concrètement After Effects. Après vous avoir présenté la structure du projet, on va vous présenter les outils souvent utilisés. Quand je dis les outils souvent utilisés, c'est tout simplement la plume, les calques de forme, le pinceau, l'outil de texte, etc., etc. Après ça, on va passer sur des sujets un peu plus spécifiques, comme les calques de forme, les textes, l'outil marionnette, et pour finir, avec des exemples, on va vous montrer comment on intègre ça dans un AMV, ce qui est plutôt une petite étape par rapport à tout ce que je viens de citer avant. Nous aurons une petite étape fun qui s'appelle les plugins. Donc on va vous présenter quelques plugins, enfin je crois que c'est moi qui vais vous présenter ça, quelques plugins intéressants tels que Particular, Stardust, Newton, ou j'en passe et des meilleurs, comme Dwick. On va revenir après sur l'organisation du projet pour faire un petit rappel. Sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir commencer ce tuto. Je vais donc juste avant faire un petit rappel, nous sommes ici on est là en tant qu'amateur, on n'est pas payé pour faire ça ou quoi. Donc il y aura peut-être des coquilles, des problèmes, des petits détails qui ne matchent pas, ou même des définitions, des gros points qui vont vous faire bizarre, pour ceux qui sont déjà initiés. Mais on fait de notre mieux, et du coup, acceptez nos erreurs, s'il vous plaît. On va pas dire n'importe quoi non plus. Rassurez-vous, si on se trompe sur un détail ou autre, ça peut arriver. Tu fais bien d'ouvrir la porte, parce que c'est à ton tour de parler. Il est l'heure de définir le motion design. Je laisse Edge vous raconter beaucoup de choses. Alors, le motion design, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi ça existe? Au final, le motion, c'est une forme d'art visuel qui consiste à créer des œuvres animées. Ça implique d'utiliser des mouvements comme principal outil graphique et artistique. Dès que ça parle de mouvement, en fait, et qu'il y a de l'art, c'est du motion. On en retrouve beaucoup dans les films, les séries, même des spectacles. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a Moment Factory, qui est une assez grosse compagnie qui font justement des shows de lumière avec des motion designers qui vont vraiment genre travailler beaucoup sur des spectacles, des shows, des trucs comme ça. C'est vraiment incroyable. Si vous voulez aller voir ça, Moment Factory, ils sont juste ultra talentueux. Donc oui, on s'en sert justement dans les spectacles, la publicité, beaucoup de pubs où on va avoir besoin de textes qui sont animés, on va avoir besoin de couleurs, de graphiques, etc., etc. À la télévision, dans les nouvelles, dans tout ce qui est présentation météo, etc., etc. On a les interfaces graphiques pour Internet, les jeux vidéo. On a même la réalité augmentée maintenant et bien d'autres choses. L'avantage avec ce milieu-là, c'est que ça offre un vaste éventail de possibilités. On peut faire toutes sortes de choses qui vont nous permettre d'atteindre un résultat qui va être potentiellement figuratif, abstrait, organique, réaliste, même stylisé ou d'autres trucs comme ça, vous voyez. J'imagine que vous visualisez bien le truc, dans le sens où on peut vraiment faire quelque chose qui est ultra personnel, qui est vraiment différent, et on n'a absolument aucune limite. Ça peut également servir dans les AMV, le motion. C'est sûr que c'est plus utilisé pour d'autres milieux, genre, mais au final, dans les AMV, ça s'intègre très bien et on va le voir par la suite on peut faire plein de trucs super intéressants. Donc, pour en arriver à un résultat qui ressemble à quelque chose, dans un AMV, ou même ailleurs au final, on va travailler avec plusieurs plans visuels qui vont être au niveau des couleurs, les formes, les textes et plein d'autres effets de ce genre-là. Mais l'important avec tout ça, c'est qu'on se crée quand même une identité graphique qui va être propre au projet ou à ce que l'on souhaite faire. Dans l'intérêt, quand je parle d'identité graphique, après, moi, c'est plus personnel, mais moi, je vois ça comme une ligne directrice. Ce qui est important quand on commence quelque chose, quand on a un projet en tête, c'est d'avoir une ligne directrice qui va être illustrée avec genre plusieurs
Petit détail au final, l'idée, ça va être que, par exemple, tu peux avoir ta ligne directrice, ça peut être des couleurs, ça peut être des textes, ça peut être un effet en particulier, une animation ou un style technique dans ton visuel qui va te faire en sorte que ben, tu vas tenir cette ligne directrice-là du début à la fin et tu vas avoir vraiment une cohérence dans ton visuel au final. Pour avoir une ligne directrice comme ça, souvent on va pouvoir s'inspirer de plein de choses. Tu peux même t'inspirer de des projets qui vont déjà exister. Ça peut être, je sais pas moi, tu peux trouver un tableau stylé, te dire ah les couleurs matchent bien ensemble, donc je vais m'inspirer de ça pour avoir une ligne directrice au niveau des couleurs. Tu peux avoir, je sais qu'il y en a qui se font des mood boards par exemple, avec tu vas avoir genre une feuille blanche avec plein de photos différentes qui vont t'inspirer, qui vont te donner genre ah ça par exemple tel effet là, ça me plaît dans telle photo, tel texte là, j'aime bien le look que ça donne, donc je pense que ça irait bien avec cette couleur là. Donc là tu vas faire tes trucs. Et au début, souvent ça va ressembler à rien, mais plus tu vas travailler tes visuels et plus tu vas avoir plus tu vas avoir de skills en fait, tu vas être capable d'atteindre des niveaux beaucoup plus élevés et des choses qui vont être très très professionnelles au final. Après, évidemment, ça reste personnel, c'est sûr que souvent on va avoir des idées qui vont peut-être pas nécessairement plaire à tout le monde, mais bon, bref. Passons. Donc oui, l'identité graphique, c'est important qu'on ait quand même une ligne directrice selon moi. Par exemple, juste, je vais plugger un exemple ici, dans Cayenne, quand j'ai fait Cayenne, mon AMV Fairy Tail, pour ceux qui l'ont pas vu, j'avais fait beaucoup de calques de forme dedans, et sur quoi j'avais basé mon identité graphique, c'était vraiment au niveau des quadrillages en background, où j'avais justement ces shapes-là qui étaient très une couleur avec du noir, qui avait des gros contrastes au niveau des couleurs avec des dégradés. Donc ça, c'était mon quand j'ai fait mon clip, je me dis ok, ça va être ma guideline pour mes compositions dans l'AMV, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ça aurait pu être un effet particulier, ça aurait pu être du texte qui apparaît d'une certaine façon, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Donc au final, vous pouvez vraiment partir de ce que vous voulez pour atteindre un projet qui va être beaucoup plus ciblé dans votre identité graphique. Par contre, c'est important de préciser, parce qu'il y a quand même des cas exceptionnels où tu vas arriver genre dans un truc qui va être un AMV par exemple qui va être extrêmement précis dans sa manière de présenter un visuel, puis directement il va changer du tout au tout au milieu de l'AMV. Ça peut arriver que ce soit vraiment genre expliqué dans certains projets. Donc faut pas partir du principe que parce qu'il y a une identité graphique, on peut pas genre complètement la briser au milieu d'un projet. Après évidemment, c'est sûr qu'il faut que ça ait du sens, mais en soi, tu peux quand même faire des trucs. On est quand même très très libre, donc ayez pas peur d'essayer des choses. Je pense qu'on va pouvoir passer à la structure, mon cher président. Ah yes, je suis président. Bonsoir. On va juste, après cette phase théorique, passer sur un truc beaucoup plus concret, mais tout aussi rébarbatif dans le sens où c'est pas spatialement la partie la plus fun, c'est l'organisation d'un projet. Bonsoir, bienvenue dans After Effects. Et donc nous allons pouvoir passer à la structure, organisation d'un projet motion design et globalement d'un projet After Effects en fait, parce que ça c'est très simple et bête, c'est comme organiser des dossiers dans Vegas, j'allais dire, dans Windows. Mais je vais juste passer sur quelques détails qui sont importants à savoir sur After Effects, ce serait con de pas savoir ça. C'est que After Effects, comme tous les logiciels Adobe, c'est un logiciel modulaire, modulable. C'est-à-dire que chaque fenêtre peut être prise et déplacée à ma guise. Je peux même la sortir de l'écran et c'est devenu une fenêtre à part entière. Donc vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Là, on voit que je peux la mettre au centre, c'est devenu en surbrillance bleue. Donc ça, c'est très important à savoir pour créer un espace de travail qui vous va, en fait. Parce que parfois, il y a plein de panneaux partout, là. Il y a des panneaux là, il y a mes trucs de plugin partout, là, avec mes transitions, le truc Lumetri, Motion Bro, tout ça, Stardust, tout ça, c'est pas essentiel, mais moi, j'en ai souvent l'utilité, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais par exemple, on peut carrément virer toutes les fenêtres de là pour avoir juste notre fenêtre de prévisualisation au milieu, en énorme. Donc, sachez que c'est modulaire. Donc, faites votre espace de travail. Vous pourrez l'enregistrer après en allant dans Fenêtre, Espace de travail, Save as a new workspace. Donc, sauvegarder le nouvel espace, un truc comme ça. Ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on peut avoir plusieurs espaces pour différentes pratiques. Au final, si par exemple, je sais par exemple que quand tu mets le mode tracking sur After Effects, il va te mettre en mode tracking justement, mais tu pourrais genre te personnaliser toi-même un propre mode tracking en disposant tes fenêtres comme tu le voudrais. Si par exemple tu veux
quand tu fais genre du pinceau, t'as besoin juste d'avoir les fenêtres de pinceau avec les brushes et tout ça. Donc, Effectivement. tu peux vraiment faire en fonction de ce que tu as envie de faire, tu peux te faire un espace de travail personnalisé. On peut voir d'ailleurs naturellement qu'ici, nous avons déjà des espaces de travail des presets d'espaces de travail. Donc j'ai peur de cliquer, mais on va cliquer sur Paint par exemple. Hop, on clique sur Paint, et il nous change tout. Genre là, il me met en gros les brushes et Paint. Il me met juste la preview brush et Paint, donc pinceau et peinture, je suppose. Et du coup, on voit que l'écran est passé à gauche, qu'ici il y a un autre écran de prévisualisation, et que la timeline est toujours au même endroit. Mais si ça me va pas, ou si j'ai fini de faire mon pinceau, je vais dans Workspace, je remets le truc par défaut. C'est pas du tout comme j'avais prévu. C'est normal, il charge, il a mal à la tête. Voilà, là on est revenu dans le passé, on est revenu au moment où c'était comme au début, quoi. Et c'est très simple. C'est dans Windows, Workspace, clic-clac, il y a des raccourcis clavier au pire, oui. Et on peut bien sûr écraser un espace de travail qu'on avait déjà fait. Si on a fait une petite amélioration, quoi, on peut sauvegarder les changements. Donc, passons à la fenêtre projet, qui est celle-ci, je vais la mettre en gros. Quand vous double-cliquez sur n'importe quel nom de fenêtre, ça la met en full écran. Donc là, ça doit être un peu petit pour vous, mais vous devez deviner qu'il y a des dossiers. Donc là j'ai une composition rien, c'est pour avoir une composition où il n'y a rien, donc faites comme si elle n'existait pas. Mais donc on va s'amuser à créer un maximum de dossiers pour avoir le maximum de facilité à retrouver ça après un projet. Donc par exemple dans Autres, j'ai rien mis ici parce que c'est un projet Motion, donc souvent on n'a pas beaucoup de choses à importer, mais je pourrais créer un nouveau dossier qui s'appelle Overlay par exemple. Si j'ai envie de rajouter des textures, je crée un dossier texture par exemple. Donc tout va bien. Je crois que vous comprenez le truc, je vais pas vous faire un dessin. On a aussi nos sources qui peuvent être des images, des logos, des green screen. Tiens, des overlays aussi, j'avais déjà mis ça là. Ou alors un dossier plus complexe de projet que Edge m'a envoyé. Mais le but, c'est de pouvoir s'y retrouver après le projet. Parce que pendant, ok, on sait où sont les choses à peu près, on glisse directement dans la timeline, etc. On est des psychopathes. Mais en fait, tu rouvres le projet 2 mois plus tard, c'est fini. Tu peux plus rien faire, tu peux plus rien récupérer, c'est une galère, tu comprends plus ce que t'as fait. C'est pour ça qu'il faut être à peu près rigoureux dans l'organisation d'un projet Motion. Par exemple, moi, mes projets MV ressemblent à ça. L'idée, c'est que là, vous avez peut-être l'impression que ça sert pas à grand chose parce qu'il y a pas beaucoup de trucs dedans, mais quand tu fais un projet et que t'as beaucoup d'effets de motion design, quand tu importes beaucoup, exemple, moi je sais par exemple que j'importe beaucoup de vectoriels, des fichiers qui viennent de Illustrator, des trucs comme ça, tu viens que tu as littéralement genre un dossier projet blindé de trucs que tu as importés, ce qui fait qu'au final, ça peut vite devenir un vrai labyrinthe. Donc, c'est très important quand même de bien trier vos dossiers, de bien trier tous les stuffs que vous allez importer dans votre logiciel de manière à pas vous arriver à un moment à être comme, bon, où est-ce que j'avais pris tel shape, où est-ce que j'ai envoyé tel truc. Oui, c'est plus le projet sera poussé, plus il sera utile de faire ça. En gros, parce que souvent ce qu'on fait, c'est des projets à la va-vite, on fait un petit truc et tout, ça prend une ampleur, on sait pas, et après on est perdu. Mais quand on a prévu de faire un gros projet, vraiment, faites ça, faites des dossiers pour tout, faut tout que ce soit bien renommé, faut que tout soit propre. Là par exemple c'est débile, hein, mais moi je fais un projet pour juste Premiere, parce que Premiere il te fout plein d'autosave de merde et tout. Donc autant que ça soit dans le même dossier. Petit dossier After Effects pour aussi les rendus et les autosaves. Un dossier export par exemple, avec des sous-dossiers, genre là j'ai un nouveau dossier mais ça pourrait être, je sais même pas ce qu'il y a dedans, il y a rien. Ça pourrait être mes anciens rendus, etc. Mais de toute façon, si vos rendus et vos timelines sont bien renommés, normalement, ça coule de source. Genre là on voit que c'est les sources, après c'est le montage, et après là c'est les compos, donc 1, 2, 3, 4, 5, et je mets les dates. En tout cas je mets les dates à la fin de mon titre dès que je passe sur After. Parce que souvent c'est la même composition qu'on rend. Alors que dans Premiere, on peut créer à l'infini des séquences et c'est pas spécialement plus lourd. On voulait parler beaucoup aussi, genre, tout ce qui comporte au niveau des couleurs, au niveau des marqueurs. Vous pouvez vraiment avoir, parce que je sais que pour certaines personnes, moi y compris, c'est plus facile de se repérer avec des couleurs. Oui, tout à fait. Et dans ces situations-là, c'est tellement utile de pouvoir changer les couleurs, exemple de tes precombs,
exemple, tu te dis, ah, tel texte, je sais que j'aimerais ça le modifier plus tard. Mais je voudrais m'en souvenir que je me suis laissé tel truc. Ok, tu peux te mettre un marqueur, tu t'écris sur le marqueur, tu mets à penser, modifier plus tard. Tu mets le texte en fuchsia ou en une couleur vraiment visible qui va te taper dans l'œil. C'est bête en fait, mais ce genre de petits détails-là, ça peut te sauver un temps fou. Et ça peut vraiment jouer beaucoup lorsque tu as beaucoup d'effets, que tu as plein de calques et qu'au final tu as une composition qui se déroule jusqu'au sol. Oui, clairement, ça te fait un mur. Et là, je voulais vous montrer concrètement de quoi il parle. Imaginons, vous avez tout ça de calques. Mais c'est pas les mêmes calques. Ils ont des utilités différentes. Eh bien, vous remarquez, ou peut-être que vous remarquez pas, donc je vais vous dire comment l'afficher. On fait les clics droits ici. On fait colonne. Et on affiche label. Libellé, en français. Ça va vous afficher ce sort de truc pour bagages. Et il y a des petits carrés de couleur rouge. Donc par exemple, imaginons tous ces calques, c'est des rotos. Je clique sur le petit carré rouge, et là il me propose plusieurs variantes de couleurs, genre 11 ou 12, je sais plus. Et par exemple, j'aimerais que les rotos, ça soit vert, donc green, pouf, et là les calques sont devenus verts visuellement. Ça n'a rien changé à leur nature, hein. C'est juste, ils ont changé de couleur. Et vous pouvez vous amuser à faire pareil aussi dans votre fenêtre projet. Donc là par exemple, moi je l'avais désactivé, mais pareil, clic droit, on affiche le label ou les libellés. Et vous pouvez venir vous amuser à changer la couleur de vos dossiers. Par exemple, texture, j'aimerais que ça soit plutôt purple, voilà. Non, par exemple, je vais créer un calque d'effet qui, vous le remarquez, apparaît avec une couleur déjà prédéfinie. Je vais vous montrer pourquoi, juste vite fait. C'est dans les préférences, on va trouver ça, voilà, dans label. Donc il y a dans préférences libellé ou label, vous avez les couleurs, vous pouvez les changer, les renommer, etc. Et vous voyez les labels par défaut. Donc pour une composition, ça sera Sandstone. Pour une vidéo, ça sera Aqua. Pour de l'audio, ça sera Foam. Pour une image style, ça sera Lavender. Pour un dossier, ça sera jaune, etc., etc. Et vous pouvez bien sûr les changer selon vos goûts. C'est juste pour expliquer pourquoi ce calque d'effet est arrivé déjà avec une couleur différente. Mais par exemple, je pourrais le mettre en yellow. Hop. Et ça, c'est un calque d'effet yellow. Donc le sandwich commence à se créer, je trouve. C'est un peu comme ça que je le vois. Et du coup, c'est très pratique. Et pour faire un marqueur, donc pour faire un petit rappel en haut, c'est la touche étoile du pavé numérique, où vous allez tout à droite de la timeline, vous voyez un petit marqueur, vous le prenez et vous le glissez. Après, vous pouvez bien sûr double-cliquer dessus, marquer gros marqueur, et on peut mettre une couleur bien sûr, donc on va être bleu. Et si je fais OK, boum, le marqueur est devenu bleu et il y a écrit gros marqueur dessus. Très pratique pour ce qu'il disait tout à l'heure, Edge, c'est-à-dire marquer des moments où il faudra faire des modifications par la suite, marquer des moments où il faudra ajouter un effet, ce genre de choses, et donc très pratique ce petit outil de marqueur. Je crois qu'on est assez resté sur l'organisation d'un projet, je pense. Et on va passer aux outils souvent utilisés dans le motion design. Je vais commencer par présenter l'outil plume. Donc l'outil plume, c'est cet outil qui ressemble à une plume. On le prend. Et globalement, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de créer des chemins. Des chemins pourquoi? Pour diriger des effets, pour masquer, donc pour faire des rotoscopies, etc. Mais c'est aussi pratique pour dessiner des formes. Quand j'ai aucun calque sélectionné, cet outil plume va générer, si vous cliquez, automatiquement un calque de forme. Donc si je clique, pouf, un calque de forme s'est créé. Donc faut bien sélectionner vos calques quand vous voulez faire des choses dessus. Hein, ça peut arriver d'être perdu. Là j'ai bien sélectionné mon solide, qui est juste un calque d'image noir. Et du coup, vous pouvez voir qu'on peut créer un chemin, donc qui a une courbe. Et ça permet de driver des effets, c'est très pratique. Et vous remarquez que moi, ça fait des courbes tout seul. C'est parce que j'ai activé le roto Bézier. C'est-à-dire qu'il va interpoler entre les points pour faire la courbe. Là, vous voyez, il prend une courbe par rapport à la disposition des autres points. Si je le déplace, la courbe va changer. Hop, elle va changer de sens, etc. Elle va s'adapter. Mais, il y a une autre manière de faire. Je vais recréer un solide. What the fuck. Ok. Et là, je vais décocher roto Bézier. Quand on décoche roto Bézier, voici ce qui se passe. Quand je fais des traits, ils sont rectilignes. Il faut que je maintienne appuyé sur le clic pour dégager les poignets. Là, vous voyez deux poignets qui apparaissent. Et pour pouvoir diriger ma courbe. C'est un peu moins rapide, mais beaucoup plus précis.
Et ensuite, si vous venez avec Alt, vous pouvez déplacer une poignée par une poignée. Donc gérer chaque côté du point. C'est bien plus précis, mais c'est un peu plus fastidieux. Vous l'aurez reconnu, évidemment, dans les AMV, on s'en sert beaucoup pour... beaucoup. Très souvent pour la rotoscopie. Donc voilà, on va passer dessus. On imagine qu'il y aura un personnage d'animé que vous pourriez découper image par image avec ça. Oui, fantastique exactement. Outil plume. Oui, l'outil plume, ça permet de créer des tracés, donc tout simplement soit de détourer des choses, hein, pour nous c'est ça, soit de faire des choses qu'on va vous montrer par la suite, c'est-à-dire tout de suite en présentant les calques de forme. Et oui, parce que parfois il arrive que nous n'ayons aucun calque sélectionné et que nous utilisions l'outil plume, ce qui nous crée un fantastique calque de forme, comme nous avons pu le constater tout à l'heure. Les calques de forme, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des plus gros morceaux du motion design. Honnêtement, c'est vraiment un mastodonte, de par son éventail absolument infini en termes de possibilités. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que un calque de forme, ça a un avantage vis-à-vis de, par exemple, le solide, parce que là, vous allez voir un rectangle blanc, vous allez voir une forme, tout simplement. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là au final? Je peux juste prendre un solide et faire un masque par-dessus et ça va revenir au même, non? Eh bien non, absolument pas. Parce que le calque de forme, lui, il va te permettre d'utiliser plein de petits paramètres de manière à créer quelque chose de vraiment différent que, exemple, ce que tu avais au départ ou que ce que tu pensais pouvoir faire, tout simplement. C'est-à-dire que l'avantage du calque de forme, lui, il va être constitué de plusieurs parties. Donc, tu vas avoir, à la base, tu vas avoir ta forme, ton fil, je sais pas c'est quoi en français, mais c'est à la base, en gros, qui va être ensuite contourné d'un stroke, un contour, que tu vas pouvoir moduler de toutes les manières que tu veux. Tu peux cacher ta forme de base pour avoir juste le contour. Tu peux faire des effets que tu vas donner par après sur ton calque de forme qui vont agir sur ton contour ou qui vont agir sur ta forme de base ou sur les deux. Tu peux même modifier les propriétés de transformation de ton calque de forme. Tu as vraiment un éventail d'effets qui est totalement dingue en fait. Même en ayant genre, en prenant un effet, genre, tu te fais juste prendre un calque de forme de base, tu te fais une étoile, tu es capable d'aller créer toutes sortes de formes un peu bizarres, un peu abstraites, avec simplement en bougeant les paramètres de tracé de ton étoile. Ça va te permettre en gros d'avoir vraiment plein de possibilités. Grâce à tous ces paramètres-là, on peut les animer de la manière où on va souhaiter. Comme par exemple avec des effets comme moi j'ai en tête le trim path. On va aller prendre le petit exemple des calques de forme. Et est-ce que je prends le tunnel ou l'engrenage? Tu peux prendre l'engrenage. Très bien. J'ouvre un preset qu'il m'a envoyé, qui est un engrenage. Ouais. Je vais le play pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. J'ai ajouté le motion blur, je me suis permis. Ah, ça roule. J'adore ça, j'adore ça. Et donc vous voyez que c'est une forme épurée qui ressemble à un engrenage qui apparaît et qui décélère sur la fin. Comment a-t-il fait ça avec des calques de forme? En fait, c'est extrêmement simple parce qu'au final, genre, vous vous rendez pas compte, en voyant ça, par exemple, quelqu'un pourrait se dire, ah, ça a l'air quand même un peu compliqué, mais au final, c'est juste un cercle que j'ai pris, que j'ai dupliqué en x3. Donc, on a la première base du cercle qui est un fil, comme je disais tout à l'heure, qui va être un fond, en fait, littéralement. Un fond qui va scale up avec un mouvement juste d'échelle de base. Ensuite, on a la deuxième forme qui va être un autre rond. Mais cette fois-ci, j'ai enlevé le fil et j'ai gardé juste un contour sur lequel j'ai rajouté l'effet que je l'avais dit justement tout à l'heure, qui s'appelle le trim path, qui est raccordé les tracés, qui permet en gros de, vous le constatez en fait, c'est une animation qui va te permettre de choisir en gros quelle partie du contour tu veux garder, ce qui va te permettre de donner un look en gros de construction du contour, en fait, comme s'il se créait genre en tournant, vu que c'est un cercle. Mais si ce serait exemple un rectangle, il ferait la forme du rectangle et il se créerait en faisant la forme du rectangle. Donc grâce à cet effet-là, justement, j'ai fait l'apparition du contour. Et ensuite, j'ai encore dupliqué celui-là et je l'ai juste littéralement grossi un petit peu. Et j'ai ajouté un effet au niveau du contour qui s'appelle Dash. Ouais, c'est ça. L'effet dash, en gros, qui permet de faire des... Ben, ça le dit, en fait, ça fait des dashs entre... des dashs égaux, en fait.
entre chaque partie du contour de manière à le séparer. Et je tiens juste à préciser quelque chose avant de continuer, c'est que mon after et globalement l'after de la majorité de la population mondiale est en anglais. On va parler beaucoup avec les termes anglais, mais tout simplement il suffit de taper traduction anglais FR After Effects et vous trouvez des tableaux infinis qui vous font la conversion. N'ayez pas peur. Retournons à notre engrenage. Oui, donc voilà, c'est aussi simple que ça en fait, c'est des cercles qui tournent que j'ai juste animés de manière différente avec un petit effet différent pour le dernier. Et c'est juste 3 cercles, ça se fait en 5 minutes. Et comment on fait concrètement? Imaginons j'ai envie de recommencer. Ah, imaginons que oui, let's go. Je duplique. En plus tu vas me diriger, comme si je savais pas le faire. Et du coup là, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait ici, dans l'outil, juste à côté de la plume pour créer un cercle, une ellipse tool. Ouais. Donc ensuite, il est parti du centre, je suppose. On maintient Shift. Shift, yes. Quand tu maintiens Shift et que tu crées ton calque de forme, ça va te créer ton calque de forme droit, mais vraiment genre parfait. Ce qui permet justement de pas faire... Moi je préfère par le centre en maintenant CTRL aussi. Ah, ouais, c'est une autre manière aussi. CTRL Shift. On peut créer proportionnellement par rapport au centre, et ça crée le point d'ancrage au centre, donc je préfère personnellement. C'est ça qui est marrant avec After Effects, il n'y a pas qu'un seul chemin, c'est genre, il y a 1000 manières d'arriver à ce résultat. Donc le premier cercle était plein, donc il n'avait pas de contour. Je le désactive, le contour, dupliquer le premier cercle après, sauf que celui-ci, on va lui remettre le stroke, et on va enlever le fil, le remplir, il me semble. Pouf, ouais. Et on va tout simplement l'augmenter en échelle, hein. On va pas se casser la tête. Il est rouge. Et là, on va le redupliquer une dernière fois. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va déplier le calque Shape Layer, de Shape Layer. Je vais dans Content, Ellipse, et il y a un truc qui s'appelle Dash. Tu me dis. Ouais, dans Stroke. Faut que tu dézippes le Stroke. Oh. Et tu vas avoir un... Effectivement, il y a un petit truc pour Dash. Au fin fond du tracé, numéro 1. On le déplie. Et il ne se passe rien. Tu cliques sur le plus, faut que tu aies un plus, tu appuies là-dessus, et là il va te générer automatiquement des dashs. Sauf que là tu les verras pas puisque ton calque a la même taille que celui qui est juste en dessous. Donc il est caché, donc faut que tu le scale up un petit peu. Je vais scale up un peu ce dash. Voilà. Et là, nous voyons le dash apparaître. J'utilise un raccourci clavier hyper pratique qui s'appelle WU, qui permet d'ouvrir toutes les images clés du calque sélectionné. Et si vous n'avez pas de calque sélectionné, je fais WU. Ça ouvre toutes les propriétés qui ont été touchées dans tous les calques. Ça c'est fantastique. Donc une fois U, ça ouvre juste les images clés, il n'y a pas d'image clé. Et 2 fois U, ça ouvre toutes les propriétés qui ont été modifiées ou qui ont été ouvertes par le passé. Et donc on va retrouver Dash ici. On va le replier, le déplier pour voir l'offset. Ah non, l'offset c'est juste qu'il tourne. Et là, on se retrouve avec le même setup. Après il y a de l'animation derrière. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre les images clés et animer tout ça. Mais on n'en est pas encore là. C'est quand même important de préciser que dans After Effects, quand tu veux animer un objet, tu vas avoir plusieurs paramètres qui vont te permettre de justement arriver à ces fins-là. Tu vas pouvoir l'animer en scale, en position, en rotation. Et comment tu fais pour aller chercher ces paramètres-là? Tu as plusieurs raccourcis de clavier, mais tu peux aussi justement dérouler chacun de tes calques. Poup. Comme ça. Et aller chercher genre dans transformation. Tu vas avoir le point d'ancrage. Le point d'ancrage, en fait, c'est le truc autour duquel va tourner ou va interagir en fait ton calque en fait. Donc c'est exemple ton point d'ancrage est au centre, ouais c'est ça, c'est son centre de gravité, littéralement ça en fait. S'il est pas au centre par contre, vous avez une petite manip très sympathique qui vous permet de le mettre au centre ultra facilement en sélectionnant votre calque. Par exemple, allant sur, je vais juste tricher, Imaginons le point d'ancrage est tout à gauche. C'est cette sorte de rond avec une croix, le point d'ancrage. Et là, on n'est pas content, parce que du coup, si je fais R et je fais une rotation, ça tourne autour du point d'ancrage. C'est hyper concret comme exemple, c'est parfait. Vous voyez, il tourne par rapport au point qui est à gauche. On n'est pas content, nous, on veut que ça soit un rouage qui tourne par rapport au centre, tout simplement. Et donc, le petit trick, c'est au niveau des outils en haut, on a le pointeur, on a la main, mais on a également justement le pan, c'est un genre de rectangle, là, je saurais pas trop exactement le nommer, mais on maintient contrôle et on clique dessus 2 fois, double-clic dessus, et boum, il va automatiquement mettre le point d'ancrage au centre de notre calque. J'ai sélectionné mon calque avec le point d'ancrage dégueulasse, je suis allé là-haut, j'ai maintenu contrôle, double-clic, et il s'est tout de suite mis au centre. En gros, avec cet outil, vous pouvez le déplacer où vous voulez, mais en maintenant contrôle, vous aurez voilà les snapping edge. Donc il va vous montrer les endroits importants, genre il vous montre un cadre,
Genre vous pouvez glisser dessus, poup, poup, il se colle dessus en maintenant contrôle. Je préfère le préciser quand même parce que personnellement j'ai tellement eu de problèmes de moments où je me disais pourquoi ça tourne pas au centre du truc. C'était juste le point d'ancrage qui était déplacé. Au final c'est tellement idiot, mais ça sauve des heures et des heures de troubleshooting. Les points de transformation, on a le point d'ancrage, on a la position qui permet de faire des translations en 2D mais aussi en 3D lorsqu'on active l'outil 3D. Donc tu peux faire sur les trois axes X, Y et Z. Ensuite, on a le scale qui permet de grossir ou de rapetisser en pourcentage la forme que l'on souhaite. Attendez. On a la rotation, comme on l'a vu tout à Scale, l'heure, qui boum, permet boum, de faire boum, tourner. boum. Ah oui. Pardon. Et rotation pour faire tourner. Et pour finir, l'opacité, qui est tout simplement le niveau d'affichage, le niveau de transparence d'un calque ou d'une forme. Mais c'est vrai que l'animation, c'est pas spécialement le truc le plus basique, hein. C'est vraiment un sujet, Ouais. un gros sujet à part. De toute façon, on n'ira pas dans les détails. Si vous voulez savoir un peu en ce qui concerne les courbes d'animation, comment gérer les points clés, etc., etc., vous allez pouvoir trouver ça dans des tutoriels tiers, peut-être un peu plus poussés là-dessus. Dans une playlist Donc, que je vous fournirai à la fin, qui sera dans la description. Donc ouais, pour finir avec les shape layers, les calques de forme, ouais, on peut créer toutes sortes de choses. J'avais deux autres exemples, si tu veux les montrer. C'est un shape que j'ai fait avec un simple rectangle qui est juste multiplié plein de fois avec l'effet qu'on appelle repeater, qui est probablement multiplicateur en français, je sais pas exactement, répétition peut-être. Mais bref, Oui. c'est juste avec l'effet repeater, cet effet-là, tu peux modifier ses possibilités de transformation à lui seul. En fait, t'as vraiment dans chacun des effets, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as plein de trucs à modifier, à tweaker, qui vont te permettre de créer des choses au final qui... Juste ça, j'ai fait ça en 5 minutes, je veux dire, tu fais juste faire un rectangle, tu le multiplies avec l'effet repeater, tu copies le calque en double et tu fais juste un truc comme ça, abstrait, qui peut servir Allons de explorer background ou autre. les paramètres modifiés, concrètement, visuellement. Donc, il y en a pas mal. Oh putain. Non, on va juste... Là, par exemple, je vais faire un simple U qui permet de uniquement avoir les images clés qui ont été animées. Donc, on voit que transform repeater 1. Donc, c'est des choses qu'on ajoute en faisant comme ça. En cliquant sur le bouton ajouter, je suppose. Oui. Et dedans, il doit avoir un truc qui s'appelle repeater, voilà. Et vous le cliquez, et cette option apparaît. Celle que je vous montre maintenant. Celle-ci. Transform repeater 1. Et du coup, il a changé l'échelle pour qu'il grossisse, comme s'il y avait une impression de zoom. Et il a fait une rotation, tout simplement, sur le repeater. Et le centre se déplace, apparemment. On a l'impression que c'est un genre de vortex, mais au final, c'est juste qu'en fait, le repeater agit en multipliant plein de fois mon rectangle, ce qui donne une impression de 3D, alors qu'au final, genre, il n'y a pas vraiment de 3D, c'est vraiment un... C'est à plat. Et le troisième exemple que j'avais, je pense que c'était un panneau. J'ai fait ça avec un seul shape layer que tu vas multiplier plein de fois, mais en gros, tu mets deux rectangles. C'est con, mais j'ai mis ça juste pour montrer à quel point tu peux faire des trucs bien sans nécessairement, genre, au final, te casser la tête. Tu prends juste deux rectangles, tu les mets côte à côte, tu les fais se séparer et s'ouvrir avec un peu une genre de courbe qui va permettre de faire un parallélogramme, ce qui va finir au final par te donner une transition comme ça, qui peut être très stylée. Donc globalement, c'est un rectangle qui a été animé une fois et qui a été offset, qui a été décalé sur 2-3 couches. Ça fait un écho, un genre d'effet en écho. Il y a juste les positions qui ont été décalées, en fait. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est simple en vrai. T'as juste, on les voit là, les deux formes de parallélogramme qui se rapprochent les unes des autres, oui. Voilà. Pour se toucher au final. En un shape layer, on peut avoir plusieurs formes. Oui, exact. Comme là par exemple, j'ai deux rectangles dans mon seul calque shape layer, ce qui fait en sorte que, ben là vous allez vous demander mais pourquoi comment t'as fait pour l'animer, mais c'est ça qui est bien. C'est que chacune des formes a ses propriétés d'animation, c'est-à-dire que tu peux avoir un rectangle dans ton shape layer qui va tourner, tu peux en avoir un autre qui va faire une translation de gauche à droite, tu peux en avoir un autre qui va zoomer. T'as vraiment un éventail absolument infini de possibilités juste avec un seul shape layer. Donc imaginez quand vous les multipliez par après, ça permet de faire des trucs complètement ahurissants. On peut aussi justement, on l'avait vu au tout début, mais créer soi-même nos propres formes avec l'outil plume, l'outil masque. Ça permet aussi ça de pouvoir faire un truc peut-être un peu plus personnalisé.
C'est une calque de forme, c'est infiniment renouvelable, c'est léger, c'est optimisé et agréable à utiliser, donc c'est absolument fantastique. La calque de forme, c'est vraiment un gros bout. N'hésitez surtout pas à taper simplement Shape Layer After Effects et vous allez trouver des ribambelles d'autres vidéos qui vont faire bien mieux ce qu'on aurait pu tenter de faire, mais nous on vous dirige juste. Donc, ouais, l'outil pinceau. L'outil pinceau, mon fantastique exemple que j'ai bidouillé en 20 minutes. L'outil pinceau, c'est un outil qui peut parfois paraître un peu hasardeux au début, mais qui reste quand même très utile en termes d'animation parce qu'on peut souvent s'en servir pour créer des trucs un peu plus handmade, fait à la main. Vraiment, ça a un look très très particulier, genre un peu crayon, un peu dessin. Et je vois mal comment il peut être utilisé autrement. J'imagine que d'autres utilisations, honnêtement. Je suis certain qu'il y en a qui ont trouvé des bails pour réussir à en faire autre chose, mais moi j'aime bien ce petit look-là. On le retrouve aussi beaucoup dans les clips de Sefi, les bang 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 qui s'affichent. Le son était à fond, désolé. On a vraiment, ouais, c'est ça, les petites shapes qui se dessinent et tout. Vous savez, les petits traits comme ça là, par exemple. Les traits sur son doigt. Si tu fais un arrêt sur image, t'as l'impression que c'est peut-être un peu boboche, mais quand ça se joue, oui, avec toutes les modifications, toutes les images ensemble, ça donne vraiment un truc qui est très 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 stylé. Donc, honnêtement, vous pouvez essayer et l'utiliser. Ce qui est cool en fait, c'est que même en faisant un peu n'importe quoi, tu peux arriver à faire quelque chose d'assez bien, genre. Tant que ça a une certaine logique. T'as pas besoin d'être un pro en dessin pour faire quelque chose de bien. Là, je voyais bien que j'ai dessiné n'importe quoi. Concrètement, comment je fais? Concrètement, je vais aller dans prend une image. Dans l'overlay rien, dans la compo rien, il se passe quoi? Je prends une image random. Tu créer juste une image ou n'importe quoi. Ça peut être une image, ça peut être un calque, ça peut être whatever. On double-clique donc sur notre layer, qui ouvre une nouvelle fenêtre qui s'appelle calque, tout simplement. Et là, on peut utiliser l'outil brush, l'outil pinceau. Tout simplement. Ici, Poup, on l'active, une petite fenêtre est apparue. Je peux choisir donc le brush que je veux. Là, j'en ai pas beaucoup, j'ai juste des cercles. Donc j'en mets un tout petit, par exemple un 5. On va lui réactiver son fond. Et là, c'est la fête. Hein. C'est la fête, voilà. On dessine ce qu'on veut pour une image. Tu dessines une image pour commencer et ensuite, c'est après qu'on va allumer. Non, on va mettre plus petit. Par exemple, on va mettre ça. Genre comme s'il allait bouger. Hop. C'est débile hein, parce que moi je l'ai jamais fait de ma vie. Mais on va faire ça. Et après, on peut avancer d'une image, c'est ça, je suppose? En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu déroules ton effet pinceau. Et là, tu vas avoir, tu vois, c'est ça. Chaque fois que tu vas faire un mouvement de pinceau, tu vas dessiner quelque chose, il va te créer ce genre de truc là en fait. Vous voyez les séparations, chacun des calques de pinceau, j'ai envie de dire. Là, il faut les raccourcir pour qu'ils durent une frame à chaque fois en fait. Ah, l'enfer. Une frame ou deux. Moi j'en fais du 2 frames, j'aime bien. Comment je fais? Tu fais juste sélectionner, tu les sélectionnes avec Shift et tu les, voilà, c'est ça. Voilà. Donc il faut les raccourcir, sinon ça va apparaître sur toutes les frames et ça fera un amas de dessins. Donc là par exemple j'ai fait sur cette image, j'avance d'une image, je vais faire un plus grand trait là comme ça, genre ça accélère. Genre là ça va partir en couille dans ses yeux. Et là on remet un trait ici aussi parce qu'il y en avait un. Et du coup, d'une frame à l'autre maintenant, ça passe de l'un à l'autre. Par exemple là ça va rester sur toutes les frames, donc je dois tout déplier. Je dois tout déplier, sélectionner les nouveaux pinceaux, aller tout au bout et raccourcir. Et du coup c'est aussi laborieux que de la rotoscopie en fait. C'est pas très compliqué, mais c'est très long parce que on doit animer image par image. Donc là si je déplie, je suppose que c'est là. Non là c'est dans le, ouais c'est ça. J'ai fait 2 versions, il y en a un avec un glow puis il y en a un qui en a pas. Mais... Ok, là je le déplie. Là par contre c'est le bordel. Et on voit que c'est n'importe quoi. Le bordel, hein. Mais on voit que, oh putain c'est loin. Il y a... Attends, si on va tout en haut, il y a 428 coups de pinceau. Ouais, voilà. Donc ça peut être chronophage, je pense. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour du pinceau. Ouais, on serait rendu au texte. Eh bien, tout simplement, un calque de texte, c'est pour créer des textes. Donc on utilise cet outil, le gros T. Donc on clique dessus, je fais supprimer ça.
Et on peut définir une zone où on veut créer son texte. Donc par exemple ici, je vais écrire texte. Par contre, les gens qui définissent des zones, c'est des sauvages. Moi je trouve que c'est un peu sauvage, parce qu'on peut Faut arrêter supprimer, de faire ça. et on peut double-cliquer tout simplement sur le T, et écrire son texte. Oui, Mais bon. voilà, merci. Mais sachez qu'il y a aussi un onglet très pratique qui est utilisable dans tout... c'est pas spécialement dédié au motion design, qui s'appelle alignement, sûrement en français, qui permet d'aligner les textes par rapport à leur point d'ancrage. C'est un onglet trop souvent oublié. Oublié, de ouf. Tellement pratique. Vous pouvez le caler par rapport au haut, par rapport au bas, à la gauche, à la droite. Merde, j'ai fait dans le mauvais sens. Le milieu. Et le milieu. Ouais, je préfère que ça soit centré. On a deux fenêtres intéressantes pour les textes. C'est la fenêtre paragraphe et la fenêtre caractère. Que je ne peux pas ouvrir en même temps. Pourquoi? Peut-être comme ça? Oh yes, c'était Alt. Tu peux choisir sa taille. Tu peux choisir sa police, bien sûr. Hein, sa police d'écriture. Police d'écriture qu'il faut installer. Hein, qui sont pas toutes disponibles de base, quoi. Hop, ça change juste la police. On peut choisir entre différents modes de police. Parfois la police en elle-même a plusieurs styles, genre régular, gras, italique, ce genre de choses. Ensuite, on a aussi le choix de la couleur, bien sûr. On clique, on change la couleur, tout simplement. Et comme les calques de forme, on a aussi un contour. C'est cet outil-là, ce sorte de triple sandwich. Bon, si je l'active, il y a un contour noir là, mais on le voit pas. C'est la deuxième couleur où il y a un carré gris au centre. Si on clique dessus, il passe par-dessus. Si on double-clique, boum, on peut changer sa couleur. Je peux le mettre blanc, pour qu'on le voit bien. Nous avons aussi plein de petits paramètres, genre notamment l'écartement des lettres. Hein, mais tout ça, c'est pas des paramètres animables via ce panneau. Donc c'est pas... souvent, on préfère garder ça... Le panneau est plus pour la base, en fait. Voilà, pour créer le texte basique, et après l'animation, ou les petits effets d'écartement, etc. de style, seront faits après, plus tard dans la composition. Et ici, on a un petit panneau avec T, enfin oui, que des T, mais un T en gras, un T en italique, deux T majuscules, ce qui veut dire que tout va être en majuscule. C'est ça qui faisait que tout était en majuscule. Hein. Pouf. Passons à ce qu'on peut faire dans la composition. Dans la composition, si j'ouvre, on a texte, et on a des passes options, donc on peut lui dire de suivre un tracé fait avec une plume, par exemple. Genre, par exemple, dans son clip, justement, Dynamite, que t'as fait pour lycée... Il est là, j'arrive. Lycée, pardon. Le Line Contest. On a justement des textes qui bougent en suivant un tracé. C'est des textes qui suivent le tracé qui a été au préalable défini. Et vous voyez que ça peut faire des petits effets quand même très très stylés. C'est presque comme de la rotoscopie grossière, en fait. Un masque autour des personnages. Et tout simplement, j'ai dit au texte de suivre ce masque. D'ailleurs, je peux vous montrer tout de suite ce que ça fait. Genre, je fais un masque sur le texte. Non, je vais même pas le fermer. Comme ça va pas faire n'importe quoi. On va dans Path Option, on lui dit de suivre le masque 1. Et vous voyez qu'il y a des propriétés qui sont affichées. Donc on peut déplacer le texte sur le chemin. Très basique ça, hein, mais très pratique. Et on a plein de petites choses qui nous permettent de rendre le texte différent. De mettre le texte à l'intérieur peut-être plutôt de la courbe. De le mettre perpendiculaire. Et ensuite Force Alignment. Ça permet d'activer une dispersion du texte sur tout le chemin. Du coup il est réparti comme ça, au maximum possible. Donc moi j'aime pas trop. Donc ça c'est les trucs de base, mais on peut ajouter plein de choses grâce à l'onglet animation. Qui sont des propriétés de position modifiables, des propriétés d'échelle. Et donc on a plein d'options comme ça qu'on peut ajouter et animer par la suite, qui sont pas de base sur le calque, en fait. Il avait fait un texte qui s'anime, donc je vais cacher. Ah non, vous avez pas vu, j'espère. Voilà, ça va très vite. Je vous déroule le calque. Là, c'est un calque de texte, donc il y a un petit fond, comme tout à l'heure, avec un masque. Je vais vous montrer tout ce qui a été fait. Boum, voilà. Le premier Animator 1, par exemple, le premier Animator 1, ça c'est un scale-up que j'ai juste fait au niveau des lettres. Ce qui fait en sorte que ça les fait apparaître en zoomant. En fait, je vais tout désactiver et réactiver au fur et à mesure. Voilà. Donc de base, le texte ne fait rien. Ouais, le texte fait rien de base. Ne fait rien. On active le premier animator. Ok, donc l'animator 1 en fait c'est... Ah oui, il faut que j'active le Range Selection. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Non, je m'étais trompé en fait. L'animator 1 c'est pas l'apparition, mais c'est la petite rotation que j'ai fait
qui permet de donner un petit look lorsque ça apparaît en fait. Petit truc important dans tous ces outils annexes, c'est qu'il faut définir des sélections. Donc en gros, c'est définir, genre là vous voyez le trait rouge qui se déplace, vertical, et qui permet de faire d'afficher tout ça. C'est la zone d'impact de la modification que vous allez appliquer. Si je la mets à 100%, ça applique rien du tout. Si je la mets à 0%, tout est tordu grâce à ce paramètre de rotation qui est juste en dessous en fait. Je pourrais faire n'importe quoi, hop. Mais là il a mis des images clés donc je vais pas tout casser. C'est vraiment la zone d'action de l'effet, ouais. Mais voilà, c'est très... du coup j'ai tout cassé, merde. De timer au final. Voilà. C'est un truc qui va revenir souvent, enfin qui revient très souvent en motion design, je crois, je trouve, surtout en texte. Pouf. Donc ça, Animator 2, c'est l'apparition en échelle de chacune des lettres. Qui est simple au final, c'est juste vraiment, c'est un scale-up. J'ai mis la sélection à 0% et j'ai changé la zone d'action pour faire un 0 à 100%, ce qui fait que on a cet effet-là. L'animation 3, Animator 3, c'est quand ça apparaît qu'il y a un petit wiggle. C'est très léger, mais quand elles apparaissent, elles tremblotent, en gros. Ouais, c'est ça. Et donc, en mode un petit impact, genre. Le dernier animateur, c'est ce dont tu parlais, le tracking, qui permet de faire une sorte de zoom continu. Voilà ce qu'on peut plus ou moins attendre d'un texte, c'est-à-dire plein de possibilités, simplement avec les propriétés d'After Effects. Ouais, si on va passer rapidement dessus, c'est un outil complexe qui a ses propres spécificités, mais ça va être vite fait, je pense. Donc, le même render que tout à l'heure, je l'ai simplement glissé dans une composition. Non, on va laisser comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est si spécial? Je lui ai appliqué un effet qui s'appelle l'effet Puppet Tool, donc marionnette, mais on va tout de suite le supprimer. On commence du début. On a notre render, on l'a mis dans une composition, de préférence qui n'est pas trop proche de lui. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai précomposé le render dans une grande composition. Comme ça il a plein d'espace autour de lui. C'est assez important je pense. On va prendre cet outil le plus à droite, celui qui s'appelle Puppet Tool. Donc on va cliquer une fois dessus. Ça ressemble à une petite épingle. Et quand on passe par-dessus le personnage, il nous dit on peut cliquer. Et en fait, ce que ça fait, Puppet Tool, c'est que ça crée des points de morphing. On va cliquer dans les joints, dans les endroits où ça se plie, naturellement. Donc ça, l'épaule, le cou, peut-être la tête. Semblant de squelette au final. Exactement, en fait, c'est ça le but. Sauf que parfois, c'est pas un personnage qui se tient droit ou de profil. Donc parfois, il y a des manteaux, etc. Donc on peut s'amuser à dire que là, il y aura de la rotation, là aussi, et au bout aussi. On pourrait se dire qu'en bas aussi, que ici, il y aura un point de rotation aussi. Ça va être très chiant cet endroit-là, parce que les deux, faudrait peut-être les séparer, tu vois, sur deux calques différents. Mais là, on va faire simple. On met des points un peu au pif. Si vous avez mal passé un plein, le déplacez pas. Faites CTRL Z et hop. Au niveau de ses jambes, au niveau du corps, du centre du corps, boum. Et là, la magie va opérer. On a créé une sorte de map, et je vais vous expliquer ce que ça fait en montrant le mesh. Voilà. Donc là, on est sur Poupette. On a fait montrer le mesh, donc il va nous montrer. Et en fait, voilà ce que ça fait. Ça crée une sorte de quadrillage triangulaire qui entoure notre perso. En fait, ça, plus tu vas avoir de points, et plus tu vas avoir de précision dans le... Oui, voilà. Vous voyez que là où j'ai mis plein de points en bas, il y a vraiment des tout petits triangles. Donc ça veut dire que ça va se déformer très précisément. Alors que là où j'en ai mis peu, il y a des gros triangles, donc ça va être différent. Bref, trêve de bavardage, je vais vous montrer exactement ce que ça fait. En allant sur n'importe lequel des points, vous pouvez faire ça. Petit coup de couteau dans moi-même. Donc là, je crois que vous comprenez les possibilités. C'est qu'on peut pas faire vraiment de l'animation avec. En fait, il n'y a pas de triche. C'est juste que on peut faire de légers mouvements sur des images fixes, genre des petits, il lève son coude comme ça, mais très légèrement. Il descend un peu comme ça, très légèrement. Son épaule qui se lève un peu. Sa tête qui tourne un peu à droite, à gauche. Bah, ça dépend par rapport à qui. Typiquement, oui. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Ouais, bah ouais, je pense que j'en ai un qui traîne. Vous voyez que les personnages bougent au niveau des cheveux. Parfois, ouais, au niveau des cheveux. Regardez les cheveux qui bougent comme ça, là. Et ils ont des légers mouvements, genre dans les sourires, etc.
et bah ça peut être du Puppet Tool. Après, moi je pense cette personne l'a fait à la main en séparant chaque partie du corps et en animant chaque partie du corps différemment. Tout à fait. Et donc vous remarquez dans la timeline, attendez, je vous la montre plus précisément, voilà comme ça. Eh bien, on voit que pour chaque point que j'ai fait, il m'a créé un pin, enfin un petit truc avec une position. Et vous dites, mais pourquoi il y a une position? C'est-à-dire que si je vais à la fin et que je déplace les points, il va enregistrer une image clé, une nouvelle image clé. Tranquillement, on va déplacer les petits points là, et là vous voyez qu'il nous montre une trajectoire. Comme si je déplaçais en position n'importe quoi en fait. Comme si je faisais un truc normal. Une animation classique. Donc là je fais vraiment n'importe quoi parce que c'est pas du tout ma tasse de thé ce plugin, enfin c'était cet outil. Et là on peut voir qu'il a créé des images clés au bout. Si je rends le truc, on peut voir que c'est dégueulasse, mais vous voyez le délire. Il peut se move un peu. Mais récemment, ils ont ajouté des petits outils assez intéressants sur ce Puppet Tool. Donc là vous voyez que j'ai des points jaunes, mais j'aime pas trop comment ça marche. J'aimerais faire des rotations plus propres ou des échelles. Et du coup, on va maintenir cliquer sur l'outil Puppet Tool, et on voit qu'il y a plusieurs outils Puppet Tool, notamment le Puppet Advanced Tool. On va cliquer dessus, on clique, pouf, on va mettre un point, et là tout de suite c'est différent. On voit qu'il y a un petit cercle qui s'est créé autour, on sait pas ce que ça veut dire, mais on va refaire la même chose. Donc voilà, on va continuer, hein, on va remettre les points. Mais je pense que vous comprenez ce que ça veut dire ce petit cercle. Ça veut dire qu'on va pouvoir modifier l'échelle et la rotation. Et ça, muchas buenas. Par exemple, on va juste faire la partie gauche du corps. Ce qui change, c'est l'interface. Donc là, vous voyez, il y a un truc qui nous permet de changer l'échelle. Regardez sa grosse tête. Et vous pouvez aussi, en vous éloignant un peu plus, changer la rotation, tout simplement. Et vous pouvez bien sûr le déplacer classiquement en XY. Je suis pas tout à fait convaincu par l'utilité de faire ça dans un AMV, mais c'est vrai que c'est très drôle. Non, c'est surtout que c'est assez spécifique parce que c'est un outil comme le Rotobrush qui ne marche que dans des setups particuliers. Ouais. Et qui permettent de faire des micro-détails. Là, c'est parce qu'on vous montre le truc, il y a un seul calque, quoi. Théoriquement, là, pour faire ça propre, il faudrait un calque avec la manche, un calque avec l'autre manche, un calque avec la main derrière, un calque avec les cheveux, un calque avec la tête et le cou, un calque avec le t-shirt, un calque avec le bras, un calque avec le couteau, etc. Avec le petit bout de manteau qui dépasse, avec son jean en bas. Donc c'est ça qu'il faudrait faire au final si vous voulez vraiment animer un truc, une image de zéro. C'est un outil de rigging assez rugueux, on pourrait dire. On en a fini avec les outils. On va passer à l'intégration dans un AMV. Au final, on va pas passer par 4 chemins parce que l'intégration dans un AMV, c'est sûr que c'est un peu sur les marges avec le compositing aussi. C'est un peu genre entre deux chaises avec le compositing parce que c'est beaucoup justement du compositing quand on parle d'intégrer du motion design dans un AMV. L'intégration c'est du compositing, mais on est obligé d'en parler un minimum de toute façon. Comment on fait pour intégrer du motion dans un AMV, c'est tout comme si tu intégrais un overlay ou si tu intégrais un background ou autre, tu vas t'arranger pour que ta couleur de tes animations ou de ton motion se matche bien avec ce que tu veux faire, ton personnage. Tu peux peut-être faire une rotoscopie. Exemple, je sais par exemple que dans beaucoup d'AMV, on a des textes qui vont passer derrière des personnages, donc dans ce temps-là, il faut rotoscopier le personnage par-dessus pour l'intégrer. Ensuite, au niveau on a plusieurs effets du genre lueur diffuse avec des glows, des trucs comme ça qui vont permettre genre d'avoir justement quelque chose de plus intégré. Au final, on peut faire aussi de la colo par-dessus et l'échelle des éléments, l'animation, tout ça, tout ce mix-up de tout ça va faire en sorte que le motion va être bien intégré dans l'AMV. Et oui, je pense que voilà, c'est beaucoup de compositing. Si vous avez peut-être envie d'en savoir plus, je sais pas, peut-être potentiellement qu'il y aurait un potentiel tuto plus tard ou autre. Là. Exactement, un tuto sur le compositing, voire même l'incrustation tout court, sera au planning des mois à venir. Donc restez connectés, on est là. Donc là, je vous montrais des exemples en background, mais il parle de glow, d'intégration, etc., de matchage de couleurs, mais je pense que les images que je vous ai montrées parlent d'elles-mêmes. Hein.
Mais Ah, j'ai mais quand là, par même... exemple, tu vois, t'as roto le téléphone par-dessus. Et J'ai ça quand... intègre. Oui, oui. Et du coup, j'ai quand même essayé de faire le minimum syndical qui a ajouté une sorte d'interaction lumineuse, de la luminosité, donc le glow là, ce qui fait qu'il y a une sorte d'aura autour. Et bien sûr, il faut que ça interagisse avec les éléments plus ou moins, donc si c'est sur la table, ça passe en dessous le sac, la main, le téléphone. C'est sûr que quand la volonté aussi, tu sais, il y a des moments où t'as juste vraiment envie que le truc soit devant tout, donc ça sert à rien d'aller roto. Si dans ta profondeur de champ, ça a aucun sens que l'effet soit en arrière, ça sert à rien aussi de. Exact. On vous parle de lueur diffuse, donc c'est le glow. Mhm. Donc là, je vais mettre sur un calque d'effet, tout simplement, vous allez comprendre ce que ça fait. Ah merde, flûte. Si je mets glow, tout simplement, le glow d'After Effects, si je le mets un bon rayon comme ça, vous voyez ce que ça fait. Donc on peut choisir quelle partie va luer, va briller, en gérant le seuil, et l'intensité pour la puissance, bien sûr, et le radius pour la dispersion. Voilà. C'est un outil très très simple mais très utile. Donc il y a plein de plugins aussi qui permettent de faire un glow un meilleur glow, genre qui fasse pas d'escalier comme ici. Genre là on voit l'escalier infini. Nous avons parlé de la colorimétrie, donc on peut utiliser les courbes, etc. Je vous invite à aller vers mon ancien tuto sur la colorimétrie pour voir un peu les outils possibles, ou un prochain qui sera peut-être mis à jour. Je me souviens que je l'avais fait il y a longtemps quand même celui-là, donc peut-être je vais le refaire. Donc après il y a aussi la taille des éléments, les uns par rapport aux autres, est-ce que c'est logique, est-ce que la couleur on l'a déjà dit, est-ce que leur animation match ensemble, et est-ce que c'est bien réparti dans tout l'AMV ou pas, parce que ça peut être incrusté comme vous voulez, s'il y a une seule fois un texte en motion dans tout l'AMV, et que tout le reste c'est sans texte ou je sais pas quoi, et bah ça fait un peu bizarre quand même, parce qu'on sera juste Oui. en questionnement éternel sur ce, sauf si c'est le titre de l'AMV, donc ça vous pouvez. Mais imaginons il y a un effet par exemple de pinceau là, de très bizarre, mais c'est dans un AMV juste une fois. Mais genre ça dure une bonne scène, hein. Genre vraiment il s'est craqué sur cette scène, mais il y a que cette scène là qui a cet effet. Et bah en mettre un peu partout, le disperser, ça peut être aussi une technique d'intégration. Pas forcément visuelle, mais plus sur le ressenti, sur tout le clip. On commence à arriver à la fin de ce tuto, mais il reste encore 2-3 points. Il y a un point qui m'intéresse personnellement, moi, particulièrement, c'est que y a des gens qui se disent, mais attends, on peut pas faire ça dans After Effects. Vas-y, je crée un plugin et on fait ça. Et du coup, c'est possible. J'ai concocté quelques exemples pour voir un peu, pour vous faire miroiter des choses. Je vais pas spécialement aller dans le détail de ce genre de choses parce que c'est encore plus poussé que la base. Donc c'est vraiment très long, je passerai un tuto de 2 heures dessus sur chaque exemple s'il fallait. On va commencer par Particular. Donc Particular par Red Giant, donc de la suite Trapcode, est un plugin de particules. Les plugins de particules, qu'est-ce que c'est globalement? Pour ça, rien de plus simple qu'un petit exemple. Regardez, c'est un système de particules. Ça génère, oui, des dots. Là c'est un peu stylisé, mais globalement c'est ce que vous allez avoir en ouvrant un logiciel de particules. Des boules qui se dispersent par rapport au centre. Donc là c'est un peu stylisé, il y a une petite couleur, elles ont une petite turbulence, donc elles sont pas spécialement linéaires, mais c'est un setup très 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 simple. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de répliquer un objet de manière en grand nombre, sans avoir à gérer chaque objet individuellement. Ça permet de faire soit des animations procédurales, donc aléatoires, soit de créer des systèmes dans un faux espace 3D, parce que ce genre d'effet, on peut tourner autour. J'ai créé une caméra, je prends l'outil caméra avec C, et je tourne, et c'est un effet en 3D en fait. L'effet existe dans un autre espace 3D que celui... Enfin, si, il existe dans l'espace 3D d'After, sur un calque 2D, donc c'est un peu... ça fait un peu mal à la tête. Mais on va vous montrer d'autres exemples possibles avec par exemple ce plugin qui est Particular. Genre là c'est un peu comme une lampe à... Comment ça s'appelle? Des lampes à lave, genre. Ouais voilà, les lampes bizarres Ah, psychédéliques pour les drogués que j'ai jamais eu. Je suis triste. Voilà, pour simuler le fluide c'est beaucoup plus concret cet exemple. Donc vous voyez, l'interaction entre deux systèmes de particules, parce que ce qui est bien aussi c'est que maintenant les logiciels de particules permettent de faire plusieurs systèmes de particules sur un seul calque, ce qui permet de faire des systèmes qui interagissent entre eux. Alors qu'avant, c'était vraiment très compliqué, il fallait faire plusieurs calques, et c'était pas dynamiquement lié. Là, le logiciel fait tout. Voilà, putain, il est pas content. Vous avez vu ce qu'il a fait là, il a total bugué. Mais du coup, c'est pas grave, hein, ça arrive. Et on peut aller dans un exemple plus typique, qui est plus lié au motion design concrètement.
c'est l'exemple du triangle, du tunnel triangle, qui met un peu de temps à charger. Voilà, mais c'est pas grave, on va pouvoir discuter pendant que ça charge. Donc c'est des choses qui permettent de, par exemple, à partir d'une simple forme de triangle, qui permettent de créer un tunnel complexe avec un dégradé de couleurs selon la profondeur, selon la durée de vie plutôt, je dirais, en fait. Et de faire plein de choses complexes comme ça qui est vraiment cool. Donc bien sûr, c'est encore en 3D. Si je tourne, c'est un triangle comme ça qui fait ça, en fait. C'est quand même très cool ça. Donc c'est un triangle où vous pouvez intégrer des modèles 3D, des choses... enfin, c'est vraiment... J'adore ça. Il n'y a pas qu'un seul plugin de particules, en fait. Il y en a même... oh, je dirais pas qu'il y en a plein. Mais je dirais qu'il y en a plein si on compte les autres logiciels, tels que C4D, machin, les logiciels de 3D, ou de compositing plus poussés, comme Nuke ou Flame, qui ont leur propre système de particules. Mais oui, comme Elodie sait, dès qu'on a des trucs plus procéduraux, donc procéduraux c'est généré par ordinateur, hein, c'est qu'il y a un côté où tu cliques sur play et tu sais pas ce qui va se passer à un moment. Et du coup ça demande beaucoup de puissance comme le sait. Vous verrez que c'est de plus en plus optimisé et que vos cartes graphiques qui font tourner vos jeux vidéo pourront faire tourner Particular sans souci, si vous êtes un psychopathe, si vous voulez faire tourner tout à 100%. Et donc, il y a un autre plugin de particules sur After Effects qui me tient à cœur, c'est Stardust. Un plugin d'une boîte qui a que ce plugin. Donc souvent les boîtes font des suites de plugins, genre qui sont liés entre eux ou qui sont complémentaires. Celui-là non, c'est une entreprise qui a fait juste un logiciel de particules. C'est un système de particules comme un autre, sauf qu'il est, attention, attention, livré avec une interface nodale. Donc c'est ça que je vous parlais, c'est une petite fenêtre en plus. Mais pas de panique, si vous allez dans le calque, il y a les effets qui sont empilés comme dans un vrai truc, plutôt comme dans Particular. Sauf que vous n'avez pas l'interface de Particular. Je reviens vite fait sur l'interface de Particular. Particular se voit livré avec une interface telle que Lux, c'est le designer. Si on clique sur le designer, il se passe quoi? On a, bam, une sorte de nouvelle fenêtre qui apparaît. Et à gauche, vous avez des presets, une flopée de presets, comme sur le Lux. Donc vous avez vraiment plein de systèmes de base à aller explorer ou à traficoter pour avoir vos propres trucs. À droite, vous avez les paramètres, bien sûr, et les blocs. Donc c'est-à-dire les blocs de turbulence, de machin, de trucs. Donc là, c'est un truc à explorer. Franchement, en particulier, c'est pas les tutos qui manquent non plus. Hein. C'est juste pour vous donner l'eau à la bouche là ce que je fais en fait. C'est pour vous montrer les possibilités sans trop vous en dire parce que sinon sinon on va perdre du temps. Mais du coup, je vais revenir à Stardust qui a une interface nodale. Donc nodal, tu relis des blocs les uns entre les autres. Là, ça paraît un peu débile, parce qu'il y a juste une ligne, et du coup tu te dis, mais pourquoi il y a des cubes, ça sert à rien. Et en fait, c'est si par exemple, je vais vous montrer dans un autre exemple. Là, par exemple, je vous montre ce que ça peut faire, hein, juste. C'est une petite lettre qui est remplie de petits points, donc c'est totalement débile, hein, c'est easy de ouf à faire. Mais, il y a ce genre de possibilités. Mais ce qui est intéressant avec Stardust, c'est son côté nodal, donc je vais essayer de vous trouver un exemple. Voilà, par exemple celui-ci. Cet exemple. Là, on a un truc typiquement motion design, en fait. C'est-à-dire une forme, quelque chose de simple, répété, qui devient un truc complexe. Et ça permet de faire ça, les logiciels de particules. Parce que, de base, sans le réplica, donc c'est un outil spécial, il n'y a qu'une seule branche de particules qui fait ça. Et en fait, rien qu'avec un petit effet en plus du logiciel, vous vous retrouvez avec quelque chose de beaucoup plus complexe et qui permettra de bien plus impressionner votre petite copine, tu vois. Là, il y a deux types de particules reliées au même émetteur, alors que dans Particular, il faudrait tout dupliquer pour recréer un autre système. Enfin, c'est une autre manière de fonctionner. Donc, je vais vous montrer 2-3 autres exemples que j'avais concoctés. Bah, ça, c'est aussi totalement motion design, hein. Les lignes qui avancent dans le vide, comme ça. C'est des petits effets, mais qui sont beaucoup plus aisés à faire dans un logiciel de particules, si tant est qu'on le maîtrise. Hein, parce que bien sûr, si on passe de l'un à l'autre, ça va pas être la même vitesse d'effectuage de tâches. Là, on a un gros système de particules qui met en avant une des particularités, un des avantages de ce plugin, qui est la simulation de physique. Donc là, on peut simuler l'interaction entre des modèles 3D générés entièrement sur After Effects. Donc vraiment, c'est genre là, ça interagit quoi, ça rebondit. Je sais pas si vous voyez. De toute façon, on voit bien hein, que ça interagit avec la physique. Vous voyez que ça tombe et que ça interagit avec les sortes de
tige en bas. Et ça, c'est full fait avec un seul plugin qui est Stardust, avec cette petite node. Donc vous remarquez que là, ça commence à être des arbres un peu plus complexes. Et encore, là, c'est juste 2 arbres. Hein. Il y a vraiment pas de quoi faire peur à un canard. Vous pouvez naviguer tellement c'est prévu pour qu'il y en ait plein, en fait, des arbres. Genre vraiment, vous pouvez créer des groupes aussi pour les cacher. Bref, ça peut aller très 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 loin. Et voyons voir le dernier exemple, qui est un exemple typique aussi de ce qu'est un logiciel de particules. C'est qu'on peut créer une ribambelle de choses qui serait vraiment chiant à faire à la main. Ça, placer une fleur à la main à chaque fois, tu veux pas faire ça. Tu veux vraiment pas faire ça. Alors là, ce qui a été fait, c'est qu'on a créé une précomp avec une seule frame de chaque feuille ou végétaux là qu'on voulait. Genre, on s'en fiche. Après, on dit au logiciel de particules de prendre au hasard dans cette précomp un screenshot et de l'affilier à une particule. Et du coup, chaque particule est une feuille différente. Plus ou moins, hein, parce qu'il n'y en a pas une infinité non plus dans la précomp, mais ça permet de créer de l'aléatoire très facilement. Et organisé quand même, parce que là ça suit un texte, etc. Donc c'est pas complètement n'importe quoi non plus. Mais il y a d'autres plugins, dont un que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Newton. Newton, vous savez qui c'est le mec qui a... il a vu une pomme, il a fait « Oh, on est tous attirés vers le centre de la Terre, putain les gars !» Et du coup, qu'est-ce que c'est Newton? Je suis parti avec un setup très 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 simple, donc à base de 3 solides avec des masques, un cercle en haut, et un calque en bas qui s'appelle le sol. Vous allez voir pourquoi après. Là vous vous dites mais c'est nul, il y a rien qui se passe, etc. Mais là, je vais dans composition, j'ouvre Newton, et ça explose. Ça ouvre une nouvelle interface. Je vais tout de suite vous spoiler, en fait c'est une interface pour simuler la physique, mais en 2D. Donc on va passer le fond en statique, le sol en statique aussi. Et qu'est-ce qui se passe si je mets la balle au-dessus là d'AMV France et que je clique sur play? Magie. Et là, boum, tout tombe. Et on se dit mais comment ça? Mais par exemple si je déplace la balle ici, et bah elle va sûrement faire bouger le texte. Voilà. Ça c'est des animations très chiantes à faire à la main. Et tout simplement, si je suis satisfait avec l'animation, il y a plein d'autres options, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai à peine découvert le début de l'iceberg, mais juste ça, en fait, le fait que tu fasses play et qu'il y ait l'animation qui se fasse toute seule, je suis saucé. Et après, on peut cliquer tout simplement sur Render. Il va prévisualiser tout très rapidement et il va nous créer une autre composition avec tous les calques animés en fait. Si on les sélectionne tous, on voit qu'ils sont tous animés. Si on fait U, voilà, ils ont des animations partout. Donc si je fais play, hop, on retrouve notre animation dans After Effects. On peut modifier les objets, on peut faire plein de trucs, mais je vais vous montrer 2-3 autres exemples de ce que j'ai fait avec Newton. Genre tout simplement avec un gros texte comme ça, un texte, une balle en haut. Faut que chaque lettre soit séparée, c'est simple. On crée un texte. Je vais juste le mettre dans une autre couleur pour que vous compreniez. Je vais le mettre en rouge. Hop. Et ce texte, si vous faites clic droit dessus, vous allez dans Create, Create Shape from Text. Créer des calques de forme par rapport à l'outil texte. Boum. Ça nous fait un nouveau calque, qui est le texte, mais sous forme de calque de forme. Et ce calque de forme va être séparé grâce à Newton. C'est-à-dire, si j'enlève tout ça, voilà, on enlève tout ça. Si je reviens dans Newton, là, je fais composition Newton, il va me proposer de séparer, parce qu'il voit qu'il y a plusieurs éléments dans un seul calque de forme. Et lui, il préfère que ça soit séparé. Donc on fait oui, separate, et il va les séparer, là on l'a vu dans la composition, ce qui nous permet de les déplacer un par un, et de faire en sorte que ça interagisse individuellement avec les autres éléments. Genre par exemple là, hop, si je fais play, le texte tombe, et boum, pareil que sur l'autre, chaque lettre est tombée différemment. Là c'est des setups très très simples, hein. C'est pour ça que c'est pas non plus hyper impressionnant, mais voilà, c'est déjà ça. Et du coup, par exemple avec tous les textes, ça donnait un truc plutôt marrant, genre voilà, hop, j'adore ça, c'est hyper satisfaisant parce que ça, à la main, juste imaginez genre les interactions entre toutes les lettres. Je trouve que c'est plutôt... c'est impossible, presque à la main, c'est possible, mais c'est... C'est débile. On va pas s'éterniser non plus, le plugin est plutôt connu, de ouf. Donc il y aura aussi des tutos dans la playlist qu'on va vous mettre à la fin, dans la description, des tutos dédiés à Newton, 2 au moins, il me semble. Je vais
Juste citer comme ça, mention honorable, mais que je connais pas du tout ce plugin, mais je sais qu'il est hyper connu aussi, c'est Dwick. C'est un plugin gratuit, créé par un Français. De base, c'est un outil de rigging très puissant. Le rigging, c'est de créer le squelette d'un personnage, tout simplement. Qu'il soit 3D ou qu'il soit 2D, mais là on parle de la 2D nous, parce que la 3D c'est une autre affaire. Ça permet d'avoir un squelette créé extrêmement rapidement et assez facilement, qui est prêt à l'emploi. Pour l'avoir déjà utilisé une fois ou deux, genre, c'est vraiment très Ergonomique et tout. Ok. Oui, franchement, ouais. Et il y a aussi plein d'options pour lisser les courbes, etc. Non, il me semble. Je crois qu'il y a vraiment énormément maintenant de versions d'applications de Dwick qui est passé, qui est fait par Rainbox Lab. Et du coup, dans leur produit, ils ont vraiment énormément d'outils maintenant. Il y a qui s'appelle Dwi truc, Dwi machin, Dwiska, Dwi Blast, etc. Ils ont tout un panel d'outils vraiment très intéressants et qu'il me semble sont tous gratuits. Je pense qu'on peut peut-être spécifier aussi Magic Bullet Looks qui est très utile pour la colorisation. Donc on peut revenir sur l'organisation. Vous pouvez voir que le fait que j'ai un dossier par composition m'a sauvé la vie, hein, parce que sinon j'aurais jamais retrouvé au fur et à mesure du live, etc. Et donc c'est un exemple typique de pourquoi il faut organiser son projet. N'oubliez pas, il faut être propre du début à la fin. Chacun voit le ratio qu'il préfère avoir. Soit galérer à chaque fois qu'il cherche un truc, soit galérer un petit peu à chaque fois qu'il importe un truc. Yes. Je pense qu'on va pouvoir se quitter. Ce tuto se clôture, donc n'hésitez pas à aller liker la page Facebook, non plutôt le Twitter. La page Facebook. Nous rejoindre sur le Discord AMV France. Donc tout ça est disponible sur le site AMV France, pas celui des assurances moto, celui des AMV. Sur cette blague un peu médiocre, je crois qu'on va pouvoir se quitter. Je vous dis bonne soirée à tous et on se retrouve bientôt pour de prochains lives, de prochains tutos et un max de fun. Inscrivez-vous à AMV France s'il vous plaît. On a besoin de vos milliards. Allez, salut! Au revoir!